20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le policier pris en flagrant délit de corruption arrêté. Il risque la radiation. Dans ce journal, retour sur cette affaire qui secoue la toile. Maître Mamadama Gueye plaide pour la protection des dénonciateurs. Quant aux Sénégalais, ils sont partagés. Certains regrettent la publication de cette vidéo jugée dévalorisante pour l'image de la police. D'autres demandent à l'État de revoir à la hausse la rémunération des agents de police pour leur éviter de tomber dans le piège de la corruption. Suneor devient Sonacos SA et lance un plan de relance en Assemblée générale. L'État, qui en devient quasiment le principal actionnaire, promet de redonner à la plus grande industrie d'huilerie sénégalaise la place qui lui sied dans l'économie nationale. Mouvement d'humeur du site Just, le syndicat décrète 72 heures de grève. Il exige le respect de sa plateforme revendicative. Dans ce journal, les explications de Maître Ahmed Touré, chargé de revendication du syndicat des travailleurs de la justice. Et puis, le départ de Nafingom Keïta de l'OFNAC, toujours objet de polémique. Des spécialistes se prononcent. De l'avis de certains, son contrat est arrivé à terme. Pour d'autres, elle aurait été débarquée suite à la publication d'un rapport trop contrariant pour certains proches du pouvoir. Retour dans ce journal sur le parcours de l'ex-présidente de l'OFNAC. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec cet accident survenu à Zac Mbao, le mur du magasin où étaient stockées les 2000 tonnes de riz impropres à la consommation s'est affaissé. Les sapeurs-pompiers sont sur place actuellement pour tenter de tirer sous les décombres les personnes prises au piège et nous n'excluons pas d'y revenir certainement avant la fin de cette édition. Et désormais, ce ne sera plus Suneor, mais plutôt Sonacos SA. L'entreprise a repris son nom d'antan au plus grand bonheur des nostalgiques. Après une assemblée générale extraordinaire, actionnaires et administrateurs sont tombés d'accord. L'État devient actionnaire majoritaire avec 99% des actions. Le reste est détenu par la SEIB. Les détails avec le président du conseil d'administration, Youssoufa Diallo, au micro d'Aïssatou Paye. Non, le changement de dénomination pour des raisons sociales d'une société est décidé par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société. Dans le cas de Suneor, c'est l'article 3 de nos statuts qui régit ce changement de dénomination pour des raisons sociales. L'Assemblée générale des actionnaires a décidé en toute souveraineté de changer le nom de la société. Donc à partir d'aujourd'hui, Suneor est morte, vive Sonacos. Qui a conduit maintenant à la prise d'une telle décision? L'ensemble du personnel de la société, ici dans cette même salle, le personnel à l'unanimité nous a exprimé le désir de voir le nom de la société changer. Parce que pour eux, après la privatisation intervenue en 2005, le nom de la société a été changé en 2006. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Et selon les personnels, le nom de l'ancienne société leur rappelait trop de mauvais souvenirs. Et ils ont dit que pour l'ensemble des personnels de Suneor, et même particulièrement de ses partenaires, les producteurs, les acteurs, le nom de Sonacos était demeuré dans les cœurs. Cette plateforme revendicative, toujours en attente d'exécution, le syndicat des travailleurs de la justice sort de ses gonds. Il vient de décréter 72 heures pour exiger le respect de ses requêtes. Elles concernent entre autres l'amélioration du statut des travailleurs, mais aussi la modernisation des infrastructures. Nous écoutons Maître Ahmed Touré, chargé de revendication au site Just. Ses propos sont recueillis par Fatou Kinedem et Léa Niafuna. La ressource humaine, il faut qu'elle soit intégrée dans le dispositif. Il y va de la qualité du service public, il y va également de la sécurité judiciaire, car comment voulez-vous qu'un travailleur puisse être performant, puisse être efficace, si ses droits les plus élémentaires sont bafoués? C'est une question de dignité.
Vous ne pouvez pas être performant si vous avez des questions de survie derrière vous. Et c'est à cela que nous sommes confrontés quotidiennement. Donc nous lançons encore un appel aux responsables, aux dirigeants, à la volonté politique incarnée par le chef de l'État. Nous lui demandons, puisque justement nous avons compris son message, nous lui demandons de nous aider à contribuer à l'avènement d'un nouveau service public, accessible pour tous, juste pour tous, mais performant également. Parce que le privé n'a pas plus de mérite que nous. C'est juste que nous sommes un tout petit peu des laissés pour compte. Finalement, ce que nous voulons dire, c'est simple. Nous avons décidé de nous battre pour la préservation et le respect de nos droits. En quelques minutes, il a réussi à salir l'image de toute une corporation. Le policier pris en flagrant délit de corruption, dont la vidéo a fait le tour de la toile, a été finalement arrêté. Il risque la radiation. Maître Mamada Magueye a réagi à cette affaire. L'avocat pense qu'il est grand temps que la police se penche sur ces dérives. Il plaide par ailleurs pour la protection des dénonciateurs. Nous l'écoutons au micro de Maïmouna Ndiaye. Il ne faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. Tout le monde sait ce qui se passe dans ce pays. Tout le monde sait ce qui se passe dans nos routes. Je ne dis pas que toutes les forces de l'ordre qui sont sur la route sont corrompues, mais c'est un phénomène réel que nous savons. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous découvrons. Maintenant, il y a quand même ce fait, il y a ce film qui confirme le phénomène. Ce qui m'inquiète, c'est que la police semble réagir à la suite de ce film, alors que normalement, sur une chose comme ça, dont nous avons une certaine connaissance, il aurait été plus souhaitable que la police soit proactive. Mais elle n'est pas proactive. Et ce qui m'inquiète davantage, c'est l'insistance qu'on met à dire qu'on est à la recherche de ces jeunes filles. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le travail qu'il faut faire pour que ce phénomène cesse, d'abord au niveau de la police. Je n'encourage pas la corruption, mais j'ai comme l'impression qu'on est en train de créer une forme de peur pour dissuader les gens à se livrer à ce genre de choses. Alors qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, on encourage justement les whistleblowers, c'est-à-dire les dénonciateurs. Donc il ne faut pas, les dénonciateurs, on doit les protéger, on ne doit pas les menacer. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer dans cette affaire. Et nous restons avec cette affaire de corruption qui fait le buzz sur la toile. Des automobilistes interrogés sont contre la publication de la vidéo qu'ils jugent dévalorisante pour le travail abattu par nos forces de l'ordre. D'autres, par contre, s'indignent de nombreuses arrestations dont ils font l'objet et qui finissent par leur coûter très cher. Ils appellent le chef de l'État à revoir à la hausse le salaire des agents de la circulation afin que ces derniers s'acquittent de leurs devoirs sans risquer de tomber dans le piège de la corruption. Aminata Mbaresso. C'est une vidéo qui fait le tour sur la toile. Plus de 13 000 vues depuis la publication. Une scène de corruption mise à nu. Le fait relève de la fiction pour certains, mais pour ces automobilistes, des actes de ce genre sont quotidiens. Les agents de la circulation arrêtent très souvent les automobilistes sans aucun motif. Ils trouvent toujours un prétexte pour nous soutirer de l'argent. Certains agents violent la loi au Sénégal. Il arrive que le véhicule soit en règle, mais il n'échappe pas à une sommation. Des témoignages qui diffèrent les uns des autres, certains semblent même invraisemblables. C'est devenu une routine. Que le conducteur soit en règle ou pas, le versement d'une somme est devenu impératif. Je suis d'accord pour le contrôle de routine sur la route. Mais bon Dieu, si le conducteur et le véhicule sont en règle, pourquoi alors payer des amendes? Au banc des accusés, la personne qui corrompt est l'agent administratif qui accepte d'être corrompu. Les filles ne devraient pas publier cette vidéo. Je condamne leur manière de faire. C'est comme un règlement de compte. Elles ne devraient pas humilier cet agent. Les automobilistes sont fautifs. Il ne faut pas vouloir conduire et ne pas disposer de pièces. Ces personnes qui corrompent les agents de la circulation doivent être sanctionnées. Même si l'attitude du policier est condamnable, les personnes qui ont publié la vidéo risquent des sanctions assez sévères.
Cette information qui vient de nous parvenir et qui concerne Ousmane Sonko du parti PASTEF Les Patriotes, sachez qu'il a été suspendu de ses fonctions d'inspecteur des impôts, une décision qui fait suite à une procédure disciplinaire enclenchée par le ministère de l'économie et des finances. Et puis, je vous l'annonçais tout de suite à l'entame de ce journal, accident à Zagbao, le mur du magasin où étaient stockées 2000 tonnes de riz impropre à la consommation s'est affaissé. Nous avons reçu tout de suite le bilan de l'accident, 1 mort, 4 blessés. Les sapeurs-pompiers en nombre important sont sur place pour tirer sous les décombres des personnes prises au piège. Information de nos correspondants dans la banlieue, Salif Sow et Asmalik Diop. Nafingom Keïta à la tête de l'OFNAC, objet de polémique dans le landerneau politique, mais aussi au sein de l'opinion publique. De l'avis de certains, son contrat est arrivé à terme, mais pour d'autres, elle a été débarquée parce qu'elle dérange. Cependant, tous s'accordent à dire que la dame a eu un parcours fulgurant. De l'IGE à l'OFNAC, Nafingom Keïta est décrite comme une dame de fer qui a su éclairer l'opinion sur des dossiers jugés nébuleux et impliquant de hautes autorités. Retour donc sur son parcours avec Ibrahim Akan. Après presque 3 ans d'exercice, Nafingom Keïta est remplacée à la tête de l'OFNAC par la magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté. Nafingom Keïta, inspectrice générale d'État à la retraite, aura marqué à jamais de son empreinte l'histoire du pays. Caricaturée comme la faucheuse des autorités véreuses du pouvoir, elle a réussi à lever un coin du voile sur différents scandales ou malversations financières impliquant des personnalités sénégalaises. Nafingom Keïta était à la tête de la mission d'inspection générale d'État sur les chantiers de Thiès dans le cadre de la préparation de la fête de l'indépendance en 2004. Les résultats de son premier rapport approuvé par le président Wade en janvier 2005 furent effarants. Un programme d'investissement public de plus de 46 milliards non autorisés par l'Assemblée nationale, des dépenses exécutées en dépassement du cadrage fixé par le président Abdoulaye Wade, mais exécutées par le gouvernement sur instruction du Premier ministre d'alors Idrissa Seck, pouvait-on lire dans ce rapport. Outre le maire de Thiès d'alors, par ailleurs Premier ministre, d'autres personnalités telles que Abdoulaye Diop, ministre de l'économie et des finances, et Feu Salif Ba, son homologue de l'habitat, étaient épinglés dans ce rapport de l'inspection générale d'État. L'on se rappelle sans doute de la sortie tonitruante de l'inspectrice générale d'État dans les colonnes de Walfadjri pour dénoncer les menaces de mort dont elle et sa fille faisaient l'objet, non sans manquer de pointer un doigt accusateur sur Abdoulaye Diop. À la tête de l'OFNAC, Nafingom Keïta a également fait parler d'elle avec la déclaration de patrimoine initiée par le président Sall pour plus de transparence dans la gestion des affaires de la cité. La présidente de l'OFNAC dans ce chapitre avait révélé la récalcitrance de certains assujettis à se conformer à la loi numéro 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine, essayant, dit-il, de la mettre en mal avec le chef de l'État. Quelques mois plus tard, la patronne de l'OFNAC va dulier son verre et reconnaître dans l'émission du grand jury que des ministres et autres assujettis ont commencé à se conformer à la loi après l'injonction du chef de l'État dans ce sens. Bourreau des autorités véreuses, comme le surnomment certains, Nafingom Keïta, à la tête de l'OFNAC, a épinglé plusieurs structures dont le COUD, la santé, les services fiscaux, entre autres, dans le rapport de l'OFNAC 2014-2015. Aujourd'hui, son remplacement à la tête de l'institution suscite moult interrogations, amenant certains à penser qu'elle a été dégommée pour la simple et bonne raison qu'elle dérange. Et dans cette affaire, c'est surtout la fin du mandat de l'ex-président de l'OFNAC qui fait désormais débat. Selon Maître Adama Gueye, il y a eu violation de l'état de droit dans la mesure où le terme de son contrat est prévu pour mars 2017. Une thèse que le député Abdoumbo recuse. Le responsable apéris pense que le décret de sa nomination, consigné dans un contrat de 3 ans, a été respecté par le chef de l'État. Leurs explications dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Nafingom Keïta, remplacé par Seynabou Ndiaye Diakhaté, Abdoumbo soutient que rien n'est anormal. Le mandat de 3 ans est bien bouclé. Madame Nafingom Keïta a été nommée conformément à la Constitution par son Excellence le Président de la République le 25 juillet 2013. Et son mandat devrait durer 3 ans. On devrait féliciter
le président de la République au lieu d'installer cette polémique inutile. Maître Mame Adama Gueye dit le contraire. L'avocat parle de limogeage. L'article 10 dit très clairement qu'avant d'entrer en fonction, les membres de l'OFNAC doivent prêter serment. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire avant d'avoir prêté serment. Donc le mandat court forcément à partir de cette date-là. Donc Nafi Ngom Keïta ayant prêté serment au mois de mars 2014, son mandat doit se terminer au mois de mars 2017. Cet décret qui la limoge, parce que c'est un vrai limogeage, qui met fait prématurément à sa fonction est totalement illégal. Seynabou Ndiaye Diakhaté à la tête de l'OFNAC, le coordonnateur de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg qualifie le fait de violation de l'état de droit. Continuité pour le député Abdou Mbow. On a l'habitude de dire que les hommes passent, les institutions demeurent. Quelle que soit la personne qui est à la tête d'une institution, il faut juste voir s'il a le profil quand même Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté là. Ça montre une chose, ça manifeste le fait que tout le monde subodorait, c'est-à-dire que le président de la République avait de sérieux problèmes avec Nafi Ngom Keïta, n'appréciait pas Nafi Ngom Keïta dans son travail, manifeste de l'état de droit. Et ce qui est très dangereux dans notre pays, c'est un glissement qui est en train de s'opérer, auquel il faut mettre fin. Les citoyens doivent être conscients de la gravité de cette situation. Cette décision, un signal fort pour Maître Mame Adama Gueye. L'avocat recommande à l'ex-patronne de l'OFNAC ainsi que ses collaborateurs d'attaquer le décret devant la Cour suprême pour corriger l'illégalité. Parlons santé à présent. 2,1%, c'est le taux de prévalence globale du diabète chez les personnes âgées de 18 à 69 ans. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par les services du ministère de la Santé sur les maladies non transmissibles. L'autorité entend accompagner les populations pour réduire ce taux de prévalence. Elle l'a fait savoir lors d'un point de presse en prélude à l'exposition sur la santé et l'action sociale Exposas, édition 2016, qui est prévue à Dakar du 28 au 30 juillet prochain. Nous écoutons à ce propos professeur Marika Cissé, chef de division de la lutte contre les maladies non transmissibles. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Kane et Modou Diop. Quand on passe à l'âge adulte, nous n'avons plus de stratégie de prévention. Et nous laissons donc ces personnes qui ont été vaccinées, qui sont allées à l'école, qui sont dans les écoles, dans les universités, c'est beaucoup d'argent, arrivent à partir de 18 ans et on n'a aucune stratégie, aucune prise sur ces personnes-là. Je donne l'exemple du diabète. On a une prévalence globale dans la population de 2,1%. On se rend compte qu'à partir de 40 ans, la prévalence passe et dépasse 5%. C'est énorme. Quand elle atteint dans la population des sujets âgés de plus de 60 ans, elle avoisine les 6%. C'est dire donc qu'il nous faut des mesures préventives en amont, c'est-à-dire à partir de 18 ans, ou même à partir de l'adolescence, pour que cette génération-là ne tombe pas malade et qu'arrivée à 40 ans, qu'elle ne soit pas hypertendue, diabétique, ou porteurs vraiment de facteurs qui vont les prédisposer à des cancers ou autres. C'est une bonne nouvelle pour les agents de santé communautaire de la région de Ziguinchor. Le ministère de la Santé a décidé de récompenser les plus méritants en leur donnant une rémunération afin de les motiver davantage. Pour rappel, la région du Sud compte à elle seule près de 1000 acteurs. Ces derniers qui fournissent un travail important à tous les niveaux de la pyramide sanitaire n'étaient jusqu'ici pas salariés. Boubacar Diassi. Dans le système de santé sénégalais, existent des acteurs communautaires qui sont de loin plus nombreux que le personnel qualifié. Mais en dépit du travail non négligeable fourni par ces acteurs communautaires, ils n'ont pas de salaire, juste une motivation. Ces acteurs issus de la communauté et qui travaillent de manière bénévole et qui ont une motivation, il faut le dire, sont là pour appuyer le système de santé dans son travail. Ces acteurs communautaires qui se situent au niveau de la base de la pyramide sanitaire, donc au niveau de la case de santé, et qui parfois même dans les postes de santé sont les agents qui aident les infirmiers, voire les médecins au niveau des centres de santé au travail quotidien qui se fait. Et donc ce sont des acteurs de soins ou des acteurs de prévention qui aident vraiment dans le travail de la santé au Sénégal.
Pour les encourager à rester et même à faire leur travail, la région médicale de Ziguinchor et ses partenaires ont pris le parti de récompenser les plus méritants d'entre eux. Il est du devoir de l'État du Sénégal de célébrer ces acteurs pour le travail qu'ils ont abattu, pour certains durant 2 décennies, pour d'autres 1 décennie. Donc ce n'est que justice pour ces acteurs. Au total, 1026 acteurs communautaires travaillent dans la région de Ziguinchor pour 115 cases de santé et 172 sites communautaires de santé. Retour à présent sur l'arrestation des handicapés. La Fédération des associations des handicapés sur le pied de guerre pour faire libérer justement leurs 13 camarades. Ils vont être jugés, ces handicapés, ce mercredi. En Assemblée générale, ils ont dénoncé la stigmatisation et la marginalisation dont ils sont victimes et exigent réparation. Ils étaient en conférence de presse. Ali Attala, Tcherno Laurent Mendy y ont assisté. Reportage. Les personnes vivant avec un handicap reviennent à la charge. Elles ne sont pas prêtes à abandonner la mendicité sans un appui conséquent. Se sentant stigmatisées et marginalisées, cette couche vulnérable dénonce un favoritisme sur l'interdiction de la mendicité. Il n'y a pas que les personnes handicapées qui mendient dans les rues de Dakar, vous le savez. À côté des handicapés, il y a des baïfals, il y a des faux baïfals, mais ces gens-là sont de corpulence très forte. Les policiers, certainement, n'osent pas les affronter. Mais les policiers raflent les personnes handicapées parce qu'elles n'ont pas de force, parce qu'elles rampent, parce qu'elles ne voient pas, parce que nous ne sommes pas suffisamment forts qu'on rafle. Mais d'autres mendiants sont dans la rue. Mais eux, ils sont forts. Personne ne les touche. Vous vous sentez stigmatisés? Plus stigmatisés, nous nous sentons discriminés, exclus. Les handicapés moteurs et visuels qui s'insurgent contre le détournement d'objectifs sur la destination des dons exhortent l'État à réparer ce qu'ils considèrent comme une injustice. L'État dépense beaucoup d'argent, mobilise beaucoup de moyens destinés aux groupes vulnérables. Mais nous avons dit que ces moyens-là, cette assistance-là, arrive rarement aux personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, logée à la présidence de la République, qui s'occupe de la protection sociale, qui s'occupe de l'assistance aux sinistrés, aux nécessités et aux vulnérables. Mais je vous dis ici que les personnes handicapées n'ont pas vu cette délégation, n'ont pas vu ce qu'elle fait. On ne voit la délégation qu'à travers les médias pour remettre des vivres, des dons ou des appuis à certainement des chefs religieux, à des politiciens et autres, mais pas aux ayants droit que sont les handicapés. Et cette situation aussi, nous dénonçons cette situation. Le rassemblement de la Fédération des associations des handicapés, en prélude au jugement de certains membres de l'organisation, a enregistré le soutien du SUTSAS, du SAS, de l'ASAM et de l'Handisport, tous déterminés à porter le combat pour la libération des handicapés détenus pour délit de mendicité. En marge de cette conférence de presse, l'ASAM s'est montrée prête à aider l'État du Sénégal à retirer les malades mentaux errant dans les rues. Son président, Ansoumana Dione, propose l'ouverture d'un centre d'accueil des malades mentaux à Kaolack. Il souhaite également que ce centre soit géré par l'ASAM. Ces propos sont recueillis toujours par Ali Attala et Tcherno Laurent Mendy. Pour le cas des malades mentaux errants, nous le dirons jamais assez. Seule l'ASAM est la solution à ce problème. Nous avons des partenaires. Nous avons un centre qui a été construit à Kaolack sur 4 hectares d'une valeur de 800 millions financé par l'État du Sénégal au profit de l'ASAM. Mais c'est le régime en place qui a fermé ce centre, qui a empêché à l'ASAM de s'en occuper pour que ces malades mentaux errants puissent être réinsérés. C'est la raison pour laquelle nous ne cessons d'appeler le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour qu'il nous reçoive en audience, afin que ce problème de l'errance des malades mentaux soit résolu définitivement. Direction à présent Ngaye, c'est dans le département de Mbacké. Sur place, difficultés d'accès à l'eau, électricité ou encore enclavement font souffrir les populations. Elles ont exprimé des doléances et ont dit tout leur mal au député Oumar Sarr, député du Rewmi, qui était en tournée politique. Mohamed Diop et Talla Samb étaient aussi de la tournée compte rendu. Ngaye, dans le département de Mbacké, une commune comme à peu près toutes les autres.
Très mal lotis sur le plan des infrastructures, les habitants des 25 villages vivent les mêmes difficultés liées à l'absence de pistes de production et de postes de santé. L'électricité n'est pas encore disponible dans toute la commune. Nous n'avons pas d'ambulance, c'est avec mon véhicule que les évacuations se font. Nous voulons aussi des pistes de production pour désenclaver la commune de Ngaïa. Des doléances exprimées au cours d'une rencontre politique. Le député Oumar Sarr s'engage à sensibiliser les autorités étatiques sur la situation de Ngaïa. J'ai même pris rendez-vous avec le secrétaire d'État, Jules Souleymane Diop. Vous savez, dans le cadre du PIDC, on peut régler beaucoup de problèmes. Même dans le cadre de la coopération décentralisée, je crois que depuis que j'ai quitté Ngaïa le jeudi, le vendredi déjà à midi, j'étais avec des contacts au niveau de la Suisse pour quand même voir dans quelle mesure ils peuvent aider la seule commune Réumi de mon département. Ngaïa est la seule commune du département de Mbacké tombée dans l'escarcelle de Réumi à l'occasion des dernières élections locales. Au cours de cette assemblée générale, les 32 conseillers municipaux de ce parti viennent de se ranger désormais derrière le leader du groupe pour la refondation du parti Réumi. C'est la période de récolte dans la vallée du fleuve Sénégal. Les agriculteurs s'y attellent. Des milliers de tonnes de riz représentant près de 80% de la production de la contre-saison sèche sont actuellement entreposées. Une moisson fructueuse pour ces paysans qui craignent toutefois des retards sur la commercialisation. Mais le directeur général de l'ASAED rassure, selon Samba Kanté, la commercialisation sera bien organisée et ne posera aucun problème. Je vous propose de l'écouter ici avec Ousseynou Diop et Habib Seck. La semaine prochaine, le ministre du Commerce même sera là, dans la vallée du fleuve Sénégal, pour montrer sa solidarité gouvernementale en jouant sa partition dans cette affaire-là. Donc, la question de la commercialisation, vous savez, c'est le nœud de la guerre. Imaginez en 2014-2015, quand la récolte de la contre-saison avait trouvé la récolte de l'hivernage, avait trouvé la récolte de la contre-saison, tout le monde disait que non, ce n'est pas de cette façon-là qu'on va atteindre l'autosuffisance en riz. Si nous voulons l'autosuffisance en riz, il faut absolument qu'on règle la question de la commercialisation. Le président de la République s'est levé. On n'a pas fait un conseil présidentiel sur l'agriculture d'une manière générale, mais un conseil présidentiel spécifiquement dédié au riz. Depuis ce jour-là jusqu'à présent, la question de la commercialisation ne se pose plus. Mais rien n'est parfait. Nous sommes en train vraiment de rôder le système. Chaque jour que Dieu fait, nous faisons un pas en avant vers l'amélioration du mécanisme de commerce. C'est un véritable ouf de soulagement pour les 400 maires du Sénégal qui attendaient avec impatience d'être dotés en véhicules de service. Cheikh Amar, le PDG de Amar Holding, vient de mettre à leur disposition un important lot de 400 véhicules 4x4 d'un coût global d'environ 3,8 milliards de francs CFA. La cérémonie d'inspection de ces véhicules a eu lieu ce matin. C'était au CICES en présence du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Gouvernance locale et de l'aménagement du territoire. Les propos de Cheikh Amar et du ministre Abdoulaye Diouf Sarr sont recueillis par Alioune Diagne. Je suis très satisfait après tant de bruit autour de ces véhicules. Allait-il être là ou pas? Mais grâce au ministre de la Gouvernance locale, au Premier ministre et au Président de la République, la situation a été décantée. C'était surtout lié à la fluctuation du dollar, passé de 467 à 620, et quand c'est comme ça, c'est assez difficile. Néanmoins, les véhicules sont arrivés. Ce sont de très bonnes voitures dont la marque a été fusionnée avec Mercedes. Par conséquent, on ne peut trouver mieux s'agissant de la qualité. Ce sont des 4x4. Nous assurons le service après-vente. Nous mettons à la disposition des bénéficiaires un numéro de dépannage. Tout un dispositif mis en place. Nos livreurs chinois sont là, ils ont inspecté les véhicules pour en certifier la qualité, le bon état. Après la réception. Toute l'équipe est en place, les Chinois aussi nous certifiés comme nous. Nous sommes venus faire le point des 400 véhicules que nous avons reçus sur ce site et qui sont actuellement en train d'être vérifiés, d'être montés, d'être ajustés pour être remises plus tard par le chef de l'État au maire
des communes qui attendent encore leur véhicule. C'est un lot important parce que c'est le plus grand lot d'un montant environ 3,8 milliards, représentant 400 véhicules. Ce sont des véhicules de très bonne qualité, de très haute facture, mais aussi des véhicules très adaptés au travail de terrain qui attend les collectivités locales et les exécutifs locaux. Nous félicitons vraiment M. Amar pour ce travail remarquable. Promouvoir la diversité culturelle à travers l'ouverture du musée des civilisations noires. Ça y est, le projet en gestation depuis fort longtemps fera l'objet d'une conférence de préfiguration qui se tiendra à Dakar du 28 au 31 janvier 2017. Plus de 47 étrangers, une centaine de participants nationaux seront de la partie pour procéder à la reconnaissance des civilisations noires dans le patrimoine universel. Pape Faraning et Mardien. La conférence internationale de préfiguration s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de musée des civilisations noires. Elle rentre dans la promotion de la diversité culturelle 50 ans après le premier festival des arts nègres. Le musée doit participer activement à la préservation des éléments les plus représentatifs du patrimoine culturel du monde noir et affirmer l'engagement du Sénégal dans le combat pour la préservation de la diversité des formes d'expression culturelle du monde noir et de leur contenu, un des piliers de l'unité de notre humanité. Ce musée sera l'aboutissement d'un long processus. La conférence va réunir plus de 47 étrangers et une centaine de participants nationaux et de la diaspora. Tout le monde est concerné par le musée des civilisations noires. Les afro-descendants, les communautés qui s'identifient comme noires et les autres communautés du monde, nous sommes en dialogue. Et le monde d'aujourd'hui en a véritablement besoin quand on suit l'actualité. Le comité scientifique veut faire de ce musée un espace de commémoration pour la reconnaissance de l'apport des civilisations noires au patrimoine universel. Son ambition première est de remplir une mission qu'aucune institution dans le monde n'a jamais remplie. Ce musée sera, en second lieu, un espace de commémoration qui marquera à jamais l'aboutissement d'un processus, celui de l'affirmation et de la reconnaissance de l'apport des civilisations noires au patrimoine universel de l'humanité. La conférence internationale de préfiguration se tiendra du 28 au 31 juillet au King Fahd Palace sous la présidence effective de son Excellence, le président Macky Sall. Et juste avant d'aborder l'actualité hors de chez nous, l'histoire de grand Alfred Amadou Mwango, ce petit garçon haut comme 3 pommes, vient de décrocher son BFM à l'âge de, tenez-vous bien, 11 ans seulement, de père et de mère enseignants. Ce petit prodige a fait un cursus scolaire exemplaire. Charanta Diop, Seila Tir se sont rendus chez lui à Thiès. Reportage. Démarche nonchalante, yeux pétillants, derrière ce sourire se cache une grande intelligence. Grand Alfred Amadou Mwango a décroché son BFM à l'âge de 11 ans. Devant son ordinateur, il est en train de pianoter sous le regard de ses parents. Est-il un génie? Je récuse ce que disent les gens, dire que l'enfant est un surdoué, l'enfant est un génie. Non, il n'y a rien de tout cela. Il naît presque le jour de l'ouverture des classes. Je dis qu'il y a des choses des fois qui accompagnent des gens prédestinés ou bien des grands hommes. Le reste, le gosse, il a grandi tout naturellement. Mais si on ne l'avait pas suivi, si on ne l'avait pas encadré, si on ne l'avait pas mis dans les dispositions de travail, il ne serait rien de tout cela. Son cursus scolaire est extraordinaire. Il a brûlé les étapes. Il a fait une année au préscolaire Madikeba. Je lui fais sauter la grande section. À 5 ans, il était en classe de CI. En CP, il se retrouve parmi les 2-3 premiers. Il a sauté la classe de CE1. En classe de CM2 aussi, il a eu son CFA à 9 ans. Il n'a pas fait la 6e. Il a fait la classe de 5e. Il n'a pas fait la 4e. Et cette année, je lui dis, une classe d'examen se prépare dès l'ouverture. Tout souriant devant son jeune frère et sa petite sœur, le plus jeune élève breveté de la circonscription académique de Thiès, peut-être du Sénégal, veut devenir ingénieur informaticien. Je veux devenir un ingénieur en informatique ou bien un docteur. J'ai commencé l'informatique à l'âge de 4 ans quand j'étais en vacances avec
l'un de mes cousins Omar et j'ai commencé à faire de l'informatique. Le jeune Mangou a l'intelligence fertile selon ses parents. Ses ouvrages déposés sur la table attestent son goût pour la lecture. Hors de chez nous, l'actualité nous mène d'abord en République démocratique du Congo où le chanteur congolais Koffi Olomide, interpellé ce matin à son domicile, a été présenté à un juge à Kinshasa. Le magistrat l'a inculpé pour coups et blessures volontaires, troubles à l'ordre public, entre autres infractions. Le chanteur est détenu sous un mandat d'arrêt provisoire avant d'être présenté devant un tribunal dans 5 jours. Koffi Olomide avait été expulsé du Kenya